Bienvenue. Nous allons donner peut-être juste une minute pour que les autres participants puissent nous rejoindre euh, et ensuite commencer la séance. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette séance sur les examens nationaux volontaires au Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Je suis Aïssata Ndiaye, je représente le Major Group and Other Stakeholders, qu'on appelle donc en français grand groupe et autres parties prenantes. Je serai votre intervenante aujourd'hui aux côtés de Tonia Vatouri, qui représente les Nations Unies. Donc, juste un mot d'introduction. Dans le cadre des examens nationaux volontaires, les grands groupes et autres parties prenantes, ainsi que la société civile, ont la possibilité de participer au processus des examens nationaux volontaires. Et dans ce cadre, nous allons vous expliquer les différentes manières de pouvoir y participer. Bienvenue à tous encore et je passe maintenant la parole à Tonia Vatouri. Merci beaucoup et bonjour. Merci à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui pour ce webinaire. Pour commencer, je voudrais remercier le groupe de travail des examens nationaux volontaires du mécanisme de coordination des grands groupes et des autres parties prenantes pour avoir organisé ce webinaire et pour avoir invité le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies à collaborer. Moi, je travaille au bureau d'appui et de coordination intergouvernementale pour le développement durable, qui soutenons le travail du Forum politique de haut niveau. Nous guidons également les États membres dans la préparation et la présentation de leurs examens nationaux volontaires. Et nous soutenons les grands groupes et des autres parties prenantes dans leur rôle d'acteurs clés dans la mise en œuvre du programme 2030. Alors, l'examen national volontaire est un exercice d'examen complet que les États membres de l'ONU sont encouragés à entreprendre dans leurs efforts de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre nationale du programme 2030 et de ses objectifs de développement durable, les ODD. Pour ma part de cette présentation, je passerai brièvement en revue des principes et des pratiques établies pour les examens nationaux volontaires et vous montrerai où trouver les ressources importantes liées aux examens nationaux volontaires et aux forums politiques de haut niveau de cette année. Ensuite, ma collègue Aïssata vous donnera quelques conseils sur la manière dont nous pouvons faire entendre la voix de la société civile dans le processus de soumission des examens nationaux volontaires au forum politique de haut niveau. Et alors, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Alors, le programme 2030 annonce les principes devant guider le processus de suivi d'examen. Ces initiatives vraiment sont volontaires et menées par les États. Elles impliquent des pays développés et en développement. Les examens de progrès sont réalisés par les pays au niveau national et infranational. Ils offrent un cadre de partenariat, notamment grâce à la participation des grands groupes et d'autres parties prenantes. Ils constituent une source d'apprentissage pour tous les participants. Ils facilitent le partage d'expériences, y compris les réussites, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés
dans le cadre du processus d'examen. Ils sont préparés conformément aux circonstances politiques et priorités nationales en collaboration avec les partenaires concernés. De plus, le processus est ouvert, inclusif et transparent. Le ENV devrait faciliter la communication avec toutes les parties prenantes et il s'engage à ne laisser personne en rade. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, cette année, le Forum politique de haut niveau se tiendra du 7 au 15 juillet. Des présentations ENV sont prévues du 10 et du 13 au 15 juillet. Le thème sera Action transformatrice, équitable, innovante et coordonnée pour le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de développement durable pour un avenir durable pour tous. Le progrès vers un groupe d'ODD seront examinés cette année. Objectif 6 sur l'eau propre et l'assainissement. Objectif 7 sur l'énergie propre et d'un coût abordable. Objectif 9 sur l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Objectif 11 sur les villes et communautés durables. Et objectif 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs. Mais les rapports ENV doivent couvrir l'ensemble des 17 ODD. Le format sera en personne avec une webdiffusion en direct pour les sessions en direct. Aujourd'hui, en 10 ans, de 2016 à 2025, 190 pays plus l'Union européenne ont présenté au moins d'un ENV, pour un total de 412 rapports. Près de 150 pays ont présenté plus d'une fois, ce qui montre un engagement durable. On observe toutefois des différences. 43 pays n'ont présenté qu'une fois, 95 deux fois, 43 trois fois et 10 pays quatre fois. Malgré ces variations, la tendance est claire. Nous avançons vers une participation quasi universelle. Voici la liste complète des pays participants cette année. Parmi les 36 pays qui présenteront un examen national volontaire en 2026, plusieurs sont francophones. Dans le groupe des pays présentant pour la deuxième fois, on voit que nous retrouverons l'Algérie, le Burundi, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Mozambique et la Somalie. Pour les pays présentant pour la troisième fois, un ensemble important de pays francophones participent. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie. Parmi les pays qui sont à un stade plus avancé, l'Égypte effectue sa quatrième présentation, tandis que le Togo réalise sa cinquième. Enfin, en Europe, la Suisse participe également avec une quatrième présentation. Dans l'ensemble, les pays francophones représentant une part significative des participants cette année illustrant la continuité de leur engagement dans le suivi des ODD. Alors, pour la présentation des OMV au forum politique de haut niveau, ici on voit que les pays présentant un EMV disposeront de 10 minutes pour leur présentation virtuelle sous forme de panel, y compris les matériels audiovisuels. Les présentations seront suivies de 15 minutes des questions posées par d'autres pays et des parties prenantes, auxquelles le pays concerné répondra. Un représentant des grands groupes et des autres parties prenantes sera sélectionné
pour poser une question à chacun des pays présentant un rapport national volontaire, une fois les présentations du panel terminées. Les groupes de travail des grands groupes et des autres parties prenantes sur les examens nationaux volontaires décrira le processus de nomination plus en détail. Cette diapositive présente certains des principaux documents et ressources disponibles sur notre site Web pour vous guider. D'abord, il y a le manuel de préparation des ENV 2026 qui explique comment commencer un ENV et comment annoncer officiellement qu'on veut en faire un. Ensuite, les directives communes donnent des conseils pour préparer un ENV clair, inclusif et basé sur des données fiables. On trouve aussi qu'une page qui regroupe différents utiles pratiques. Elles permettent de filtrer les ressources et de trouver facilement celles qui correspondent le mieux aux besoins de chacun. La base de données des rapports E1V rassemble tous les rapports des 10 dernières années, ce qui permet de voir comment les autres pays ont présenté leurs avancées. Il y a également un cadre sur ce qu'est une bonne pratique qui aide à analyser la qualité d'engagement des parties prenantes. Et enfin, le rapport de synthèse 2025 résume les expériences et les leçons tirées des pays qui ont présenté un EMV l'année dernière. Toutes ces ressources sont accessibles à partir du lien mentionné en haut de la diapositive. Nous espérons qu'ils vont se rendre utiles et maintenant je voudrais conclure ici en soulignant que le secrétariat est là pour soutenir et guider à la fois les États membres et les parties prenantes dans la préparation et la présentation des E1V. Nous sommes ravis de travailler avec vous. Et maintenant, je passe la parole à Esata qui va expliquer plus en détail le processus de nomination et comment vous pouvez vous impliquer cette année. Merci beaucoup. Merci Tonia pour cette présentation très claire qui nous permet d'avoir les bases sur lesquelles je vais pouvoir faire ma présentation sur la participation des parties prenantes au processus d'examen national volontaire. Merci encore. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu après le début de ce webinaire, je me présente à nouveau. Je m'appelle Aïssata Ndiaye. Je co-préside le groupe de travail sur les examens nationaux volontaires avec Nelia Rakimova, qui a effectué la présentation en anglais hier. Et nous sommes ravis de vous rejoindre aujourd'hui afin de pouvoir vous donner plus de détails sur cette participation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes voies et moyens d'engagement, hein, au processus d'examen nationaux volontaires. Nous l'avons vu avec Tonia, cette année, il y a 36 pays qui présenteront leurs ENV. Est-ce que je peux avoir la prochaine diapo, Nélia, s'il te plaît? Merci. Donc, tout d'abord, qui participe aux examens nationaux volontaires? Je voulais mentionner tout à l'heure, mais je voulais le redire parce que certaines personnes peuvent se sentir un peu perdues. En anglais, on dit Voluntary National Review. En français, la traduction officielle est examen national volontaire, mais il y a certains pays qui choisissent de le traduire par rapport national volontaire ou revue nationale volontaire. Donc, vous pouvez rencontrer les trois manières de traduire Voluntary National Review. Donc, qui participe? Nous avons bien entendu l'administration nationale, donc les ministères, finances et planification, les ministères d'exécution, les instituts nationaux de la statistique. Nous avons également l'Assemblée nationale, le Parlement, des organes de contrôle permanent sur les droits humains ou des organismes de contrôle. Donc ça, c'est pour la partie étatique. Et ensuite, on a la partie
qui relèvent de la société civile et autres, donc les parties prenantes. Je ne vais pas toutes vous les lire, vous les avez sur le slide. Vous avez les institutions philanthropiques, le milieu universitaire, les syndicats, les ONG, les administrations infranationales ou locales, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu qui peut participer à ces examens nationaux volontaires. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme indiqué par Tonia, le principe et le processus est mené par le gouvernement. Donc, c'est un processus étatique à la base. Le leadership se tient au sein du gouvernement. Il varie d'un pays à l'autre. Donc, vous pouvez retrouver ce leadership au niveau d'un ministère, donc comme on le disait tout à l'heure, au niveau du ministère du Plan, mais ça peut être un autre ministère. Ça peut être également au niveau du Premier ministre ou pour certains pays au sein d'un bureau au niveau de la présidence. C'est le gouvernement qui organise ce processus de NV et qui convie les différents acteurs au processus. La société civile nationale, elle, est auto-organisée, c'est-à-dire qu'elle va préparer ses propres contributions par ses propres moyens et elle peut par la suite apporter ses contributions au processus officiel. On va vous expliquer de quelle manière, si tant est qu'elle soit invitée par le gouvernement. Donc, les grands groupes et autres parties prenantes, comme je l'ai expliqué en début de séance, qu'on appelle, que vous voyez sur le logo en bas de votre écran, Major Group and Other Stakeholders. En français, c'est les grands groupes et autres parties prenantes. Vous rencontrerez aussi l'acronyme MJOs, mais c'est bien de nous dont on parle, sont un groupe de bénévoles que je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite et qui eux aussi participent à ce processus et ainsi qu'à la participation de la société civile durant le forum. La prochaine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, la participation des parties prenantes se fait à plusieurs étapes du processus d'examen volontaire. Sur cette diapositive, ce que je voulais mettre en avant, c'était la manière dont les gouvernements ont associé les différentes parties prenantes au processus d'examen national volontaire. Vous avez beaucoup de pays qui ont sollicité des contributions directes de la société civile. Ils ont organisé des consultations, recueilli des avis, recueilli des rapports. On va y revenir plus tard. Et ils ont vraiment ouvert la porte au dialogue. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais c'est en tout cas ce à quoi ils sont invités. Ensuite, certains gouvernements ont partagé leurs projets ou leurs brouillons de rapport avec les différentes parties prenantes. Donc là, on passe à la partie révision euh, avec la société civile pour obtenir des retours avant de publier la version finale. Il y a également des États qui ont inclus un résumé d'un rapport de la société civile en fin de rapport. C'était le cas du Cameroun, par exemple. D'autres États choisissent de procéder autrement. Voilà. Ensuite, vous avez la représentation. Alors, on voit aussi que dans plusieurs cas, les représentants de la société civile ont été intégrés aux délégations officielles pendant le forum politique de haut niveau en juillet à New York. Par exemple, on a eu la Zambie ou d'autres pays qui l'ont fait. Ces représentants de la société civile ont pu répondre aux questions et également, ce qui nous amène au quatrième élément, présenter une partie du travail de la société civile au moment de la présentation officielle. Donc, Tonia vous a expliqué tout à l'heure, il y a une présentation officielle qui est faite par le gouvernement qui dure 10 minutes. Certains États choisissent d'inclure un représentant des parties prenantes au sein de cette présentation, donne généralement 2-3 minutes quand vous êtes chanceux, mais ça permet de faire une présentation du travail de la société civile pendant
la présentation officielle. Donc ça, c'est vraiment d'excellentes opportunités et aussi peut-être une occasion pour vous de faire un plaidoyer dans cette direction dès que vous allez commencer à rentrer en contact avec l'élite dans le gouvernement. La prochaine, s'il te plaît. Merci. Donc ensuite, on passe au rapport parallèle. Alors, je vous expliquais que la société civile était organisée. Il y a également les grands groupes et autres parties prenantes. Et elle joue un rôle très important dans les processus de suivi internationaux et ce par le biais de rapports qui sont produits par la société civile. Donc ces rapports, d'abord, ils sont indépendants, donc ça c'est très important. Vous pourrez les entendre, alors toujours ces différentes traductions et noms qui sont donnés. Vous pourrez entendre rapport alternatif ou rapport spotlight avec un anglicisme, et vous pourrez également entendre rapport parallèle. Donc, l'objectif de ces rapports est de compléter la vision officielle en apportant une analyse différente ou plus large, plus nuancée souvent aussi, et quelquefois plus honnête, hein, on doit le dire, je pense, de la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Ils sont élaborés grâce à un processus collaboratif dans la société civile qui rassemble les différents acteurs de la société civile qui vont ensuite rédiger ce rapport. Vous pouvez également avoir plusieurs rapports par pays, ça peut arriver. Euh, En tout cas, en ce qui concerne ce processus, c'est vraiment des rapports qui sont indispensables pour garantir une évaluation solide et indépendante. En comparaison avec le rapport ou l'examen national volontaire qui est produit par le gouvernement. La prochaine, s'il te plaît. Merci. Donc, les grands groupes et autres parties prenantes, donc MGOs, Major Group and Other Stakeholders. Donc, il s'agit d'un réseau de bénévoles qui est reconnu par l'ONU, qui mobilise la société civile et d'autres parties prenantes afin qu'elles puissent s'engager et participer dans la promotion du développement durable dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire que c'est pas limité à ce processus d'examen national volontaire, c'est une entité qui a une action beaucoup plus large que les examens nationaux volontaires. Ces groupes sont un peu le mot d'ordre de la société civile qui s'engage dans le programme 2030 qu'on appelle aussi en anglais Agenda 2030. Alors, le premier élément, c'est que c'est un processus qui est ouvert et auto-organisé. Ça veut dire que n'importe quelle partie prenante peut rejoindre l'espace de participation. L'objectif est vraiment de garantir un cadre transparent et inclusif. Il est également, comme c'est écrit sur la slide, basé sur les droits humains, l'égalité des sexes et la non-discrimination. Le deuxième élément, il existe un mécanisme de coordination de ces grands groupes et autres parties prenantes. Il y a des élus par circonscription, donc vous avez les élus des représentants des syndicats, les élus des représentants des enfants et des jeunes, les élus des représentants des ONG, des personnes handicapées, etc. Et ils se réunissent dans un mécanisme de coordination qui est un espace autonome et organisé euh, comme je vous l'ai dit, destiné à coordonner tous les processus qui sont liés à l'agenda 2030. Enfin, le dernier élément qui est les groupes de travail eux-mêmes. Donc, qui sont ces groupes? Je viens de vous en citer quelques-uns. Ils se concentrent sur des tâches précises. Il y a par exemple la gouvernance, le plaidoyer, l'environnement, mais également la sélection d'experts pour un ensemble de réunions, de conférences qui sont organisées au sein des Nations Unies. Les grands groupes et autres parties prenantes vont jouer un rôle de sélection de ces experts et de travailler avec eux pour se préparer pour ces réunions. Voilà, donc ça c'est en général. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il te plaît?
Merci beaucoup. Donc voilà, là, vous avez l'ensemble des grands groupes. Je ne vais pas les lire. Peut-être qu'il faut juste retenir les trois éléments, les trois colonnes qu'on peut voir ici. On a les grands groupes qui peuvent être, par exemple, affaires et industrie, agriculteurs, les enfants et les jeunes, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez ce qu'on appelle les autres parties prenantes. Avec par exemple les personnes handicapées, les acteurs sur le vieillissement, le financement de la société civile pour le développement, etc. Et la troisième colonne, qui est importante ici parce qu'on va vous en reparler par la suite, c'est le mécanisme d'engagement au niveau régional. Vous avez, vous en avez un au niveau de l'Asie et du Pacifique, de l'Afrique et de l'ECE. La prochaine, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, comme on vous le disait, les grands groupes et autres parties prenantes représentés ici par MJOs sont entièrement reconnus par l'ONU, et ce par le biais d'une résolution qui est la résolution 67-290 de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle garantit un certain nombre de droits. Donc, quels sont ces droits? Ils sont ceux que vous pouvez voir sur la slide. Donc, d'assister à toutes les réunions officielles du Forum politique de haut niveau, d'assister aux réunions préparatoires également du Forum politique de haut niveau, d'intervenir lors de réunions officielles, on en a parlé tout à l'heure, de soumettre des documents, de présenter des contributions écrites et orales, de formuler des recommandations et d'organiser des événements parallèles et des tables rondes en coopération avec les États membres et le secrétariat général des Nations unies. La prochaine, s'il te plaît. Merci. Donc là, vous avez une photo qui a été prise durant un forum politique de haut niveau. Donc c'est comme ça que ça se présente. La société civile a un espace qui lui est consacré. On annonce sur la petite partie en bleu de quel groupe fait partie le représentant de la société civile. Et le représentant va prononcer une déclaration, comme je vous l'ai dit, généralement de 2 minutes. Et cette déclaration, elle est élaborée collectivement avec le soutien du groupe sur les examens nationaux volontaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle est accompagnée généralement soit de questions sur la présentation officielle qui a été faite par le gouvernement, soit de commentaires sur des points sur lesquels il y a des divergences de points de vue. On va l'exprimer comme ça. Voilà. Donc là, oui, vous avez une jeune du Népal qui a présenté la déclaration de son pays l'année dernière. La prochaine, s'il te plaît. Alors, le processus d'engagement des MJOs dans les examens nationaux volontaires, il commence en janvier. On invite les différentes parties prenantes à participer au processus DNV. Si on ne l'a pas encore fait, je vais poster le lien qui va vous permettre de vous inscrire si vous le souhaitez. Ensuite, il y a cette série de webinaires. Vous participez à celui en français. Il y en avait un en anglais hier et il y en aura un en portugais cette année, puisque c'est les principales langues des pays qui vont présenter cette année. Donc, ces webinaires sont organisés avec le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, représenté aujourd'hui par Tonia. Ensuite, au mois de mars, et puis ça s'étale également en avril, vous avez les forums régionaux et discussions qui démarrent. On vous invite vraiment à essayer de faire en sorte d'y participer parce que c'est une excellente occasion. Il y a moins de difficultés pour les visas et puis c'est plus centré sur la région, donc c'est aussi pertinent dans le travail que vous faites. En avril, on a également le lancement de la consultation nationale pour la préparation de la déclaration. Donc, comme on vous a expliqué, vous allez vous inscrire sur notre site pour pouvoir participer à la réalisation de cette préparation. Ensuite, vous allez avoir un facilitateur de notre groupe des ENV qui va rejoindre les participants qui se sont inscrits pour pouvoir faciliter le développement de cette déclaration, la finaliser. Au mois de mai, il y aura un choix de l'orateur qui sera fait. Donc, ce sera la personne qui va prononcer la déclaration. C'est généralement une élection.
Et cette élection, elle a lieu au sein du groupe qui a préparé la déclaration. Donc, c'est uniquement les gens qui ont travaillé sur la préparation, qui se sont impliqués, qui vont élire un orateur au sein de leur groupe. En juin, généralement, la déclaration est finalisée. Et ensuite, au mois de juillet, elle est prononcée durant le forum politique de haut niveau. La prochaine, s'il te plaît. Donc, les principes pour l'engagement des parties prenantes, vraiment, c'est l'objectif principal de ce processus, comme vous l'a expliqué, c'est de rédiger sa déclaration, donc de tomber d'accord sur le contenu, de veiller à ce que tous les participants aient leur point de vue qui soit reflété. Comme on vous l'a dit, on est très à cheval. Vous allez avoir des facilitateurs du groupe sur les ENG et on est très à cheval sur les principes de respect, de tolérance et de non-violence. Tout le monde a droit à une voix, mais dans le respect. En cas de désaccord, les facilitateurs vont transmettre des questions aux coordinateurs du groupe, qui sont, comme on l'a dit, Nélia et moi. Voilà. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, les principes pour l'engagement des parties prenantes. D'abord, le contenu de la déclaration. Donc, les déclarations mettent en avant différents enjeux ou réalisations au niveau national que les participants inscrits au groupe souhaitent mettre en avant. Ça peut porter sur un sujet sur lequel vous souhaitez insister, ou ça peut être une succession de sujets qui vont représenter l'ensemble des vues des personnes qui participent à la rédaction du groupe. Le prononcé de la déclaration, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, relève d'un orateur qui est élu par le groupe, et cet acteur est un acteur national. Il y a également un suppléant. C'est uniquement en cas d'absence, très rarement pour maladie, souvent pour raison de visa, qu'il peut y avoir un suppléant d'un autre pays qui va être avancé pour présenter cette déclaration au cas où les personnes ne pourraient pas voyager. Merci. La prochaine. Les critères de sélection, donc il y a 4 critères. Le premier, c'est le processus électoral. Donc, comme on vous l'a dit, il y a une élection qui a lieu. Et si aucun des intervenants sélectionnés ne peut être présent en personne, à ce moment-là, on identifiera un autre intervenant de la société civile pour délivrer la déclaration du dit pays. Ensuite, on a l'indépendance. Donc, on souhaite vraiment que les participants n'aient aucune affiliation avec le gouvernement, qu'ils ne fassent pas partie de la délégation officielle au forum politique de haut niveau, hein, c'est-à-dire accrédité par le gouvernement. Par contre, nous, à notre niveau, on peut vous aider pour obtenir l'accréditation pour la participation au forum politique de haut niveau. Ensuite, il y a l'éligibilité au voyage. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. La première condition, c'est de pouvoir être en mesure d'entrer aux États-Unis, donc d'avoir un visa valide. Ça prend du temps. Bon, il peut y avoir des frustrations par rapport à ça. Des fois, ils peuvent être refusés. Il y a une lettre de soutien qui peut vous être fournie pour faciliter l'obtention du visa, mais c'est vraiment, ça relève évidemment des autorités américaines. Et le dernier point, c'est le financement. Les fonds sont très limités et sont de plus en plus limités, comme vous pouvez vous en douter, mais il peut arriver qu'il y en ait de disponibles. Des fois, c'est pour certains groupes et pas d'autres. Des fois, c'est pas, il n'y a pas de restriction particulière. Donc, ça dépend un peu des années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on encourage les orateurs potentiels à rechercher les fonds eux-mêmes parce que sinon, ça peut mener à une déception de ne pas pouvoir participer en personne au forum politique de haut niveau. La suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, écoutez, cette présentation touche à sa fin. Ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre notre groupe, donc les grands groupes et autres parties prenantes, pour vous engager dans le processus des ENV. Je vais vous poster le lien parce que je vois qu'il y a un petit problème d'affichage dans le chat.
Et puis, une fois que le processus sera lancé, donc comme on vous l'a dit, il n'est pas encore lancé, hein. Pour le moment, on est dans la période des inscriptions. Le lancement aura lieu au mois d'avril et quand il sera lancé, vous recevrez un email du facilitateur pour votre pays qui va voilà, vous donner l'opportunité de participer à la rédaction de la déclaration. La prochaine, s'il te plaît. Donc, un certain nombre de ressources. Alors, je vous ai mis les titres en français pour que ce soit plus facile de vous y référer. Mais quand même que vous sachiez, quand vous allez cliquer sur les liens, vous allez arriver sur des documents qui sont en anglais. Donc, il va falloir utiliser des traducteurs en ligne pour vous en servir. Il y a un certain nombre de ressources, un sondage auprès des participants, les différentes déclarations qui ont été faites depuis 2019, elles sont disponibles, vous pouvez voir à quoi elles ressemblent. Les rapports parallèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, que les parties prenantes peuvent soumettre via un formulaire disponible sur le site. Donc, quand vous aurez participé potentiellement à la rédaction de rapports parallèles, vous pourrez le soumettre pour que ce soit disponible sur le site. Il y a également un document d'engagement en plusieurs langues. Il est en cours d'établissement, mais on vous a mis le lien. Et enfin, il y a un document qui avait été produit par le rapporteur spécial et qui présente au Conseil des droits de l'homme des recommandations sur la participation de la société civile, parce qu'on sait que dans certains pays, il peut y avoir des difficultés hein, sur la participation de la société civile. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Alors, je vous avais proposé de poser des questions dans la section Q&A. Vous pouvez également les poser dans le chat. Euh, et on va on va pouvoir y répondre. Ah, voilà, merci Oli. En tout cas, on vous remercie beaucoup de cette participation. J'ai pu voir qu'il y a certains d'entre vous que je connaissais, donc je suis ravie de voir que vous participez à ce webinaire et on espère vous voir dans les groupes de travail de vos pays respectifs. Alors, je vais voir. J'ai vu que Oli Henman a posté le lien qui vous permet de vous inscrire pour les groupes de travail. Pour les groupes de travail. Je ne vois pas de questions particulières dans le chat. Si vous avez une question, vous pouvez la reposter dans le chat. Pas de questions? D'accord, mais écoutez, toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire vont recevoir l'enregistrement. Ils vont également recevoir la présentation. Oui, Astou, vous allez recevoir la présentation. Comme vous l'a indiqué très gentiment Antonia tout à l'heure, on reste également à disposition si vous avez des questions. On vous avait mis l'email VNR Task Group sur la présentation. Donc, quand on vous l'enverra, vous l'aurez également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de pouvoir y répondre. Et encore une fois, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je reconnais certains noms dans la liste. Je vais peut-être, juste pour la fin, on a notre lead qui nous a rejoint, Oli Henman. Oli, est-ce que tu souhaiterais juste dire un mot de clôture, peut-être? Merci beaucoup, Aissata. Merci à tous de participer dans ce webinaire. Je suis très heureux de voir beaucoup de personnes qui ont participé. Comme Aissata a bien expliqué, c'est un processus
vrai, nous avons déjà 10 ans d'expérience et ça nous reste seulement 5 ans jusqu'à la fin de l'agenda. Donc, c'est très important de continuer à avoir la possibilité de la voix de la société civile. Et nous sommes présents, nous sommes toujours très intéressés d'écouter vos interventions et nous espérons que vous pouvez participer dans les groupes de chaque pays. Nous avons déjà mis le lien, mais après, on va envoyer tous les liens et la présentation. Et merci à Aïssata et à Tonia aussi de faire cette présentation. Merci à tous. Un grand merci à tous. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées après coup. Donc, comme il nous reste quelques minutes, je vais peut-être les prendre quand même. La question sur la résolution, je vous mets le lien sur la résolution qui est concernée. Euh, Sur la question qui est relative au financement, malheureusement, comme je vous l'ai indiqué, on, on- on ne peut pas vous garantir de financement. C'est possible qu'on en ait. D'une année sur l'autre, ça varie. Des fois, les donateurs demandent que ce soit orienté vers un groupe ou un autre. Et c'est pas une information qu'on a pour le moment. Donc vraiment, on peut pas répondre à votre question sur les financements pour le moment. Mais c'est une information qui va être partagée par contre dans le groupe de travail. Si vous faites partie du groupe sur la déclaration, c'est une information qui sera par contre partagée par le facilitateur par la suite. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse maintenant que vous n'en aurez pas par la suite. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie vivement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un grand merci encore à Tonia, à Nelia pour avoir gentiment passé tous les slides. Heureusement qu'elle était là. Et à Oli pour nous avoir rejoints. Excellente journée à vous tous. Et si vous avez des collègues qui sont lusophones, comme je vous l'ai indiqué, demain il y aura la même session avec Oli qui parle portugais et une autre collègue de Tonia des Nations Unies, Nayara, qui parle également portugais. Donc n'hésitez pas à les rejoindre ou à leur indiquer que cette session aura lieu. Merci encore et excellente fin d'après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.